Salve les Burak, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Tunisie-France. Le Cocorico est bien là, mais écoutez ce qu'il va vous dire. Je suis fâché contre les Bleus, ils ont très très mal joué, donc je ne serai pas là tout le long de cette vidéo. Cocorico. Voilà, donc il est fâché, ce qui est normal, hein. C'était l'équipe B entre guillemets, voire C de Didier Deschamps. On reviendra statistiquement aussi sur ces troisième matchs pour les Bleus lors des phases de groupe de compétition internationale. Allez, découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté et on perd pas de temps. Allez, en premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, nous verrons un petit bilan des confrontations. Puis enfin, une analyse en format chronologique, ça fera office de résumé. Puis les tops et les flops. Avant tout ça, le classement de la phase de groupe, le classement final actualisé, etc. Le tableau de bord. Allez, c'est parti. Découvrons tout de suite la composition des deux équipes. On ne perd pas de temps. On commence par celle qui reçoit entre guillemets donc la Tunisie. Comme on dit dans le jargon, on aura hashtag le meilleur pour la fin avec la composition de nos bleus. Allez, la composition tunisienne, Emen Damen dans les cages, Mon Tassar Talbi, Yassine Meria et Nader Gandri en défense. On joue bien avec une défense à 3. On retrouve Ali Maloul et Wadji Keshrida en piston. Le milieu de terrain, Essa, Ledouni et Leskriri, le Montpellierin. L'attaque, Anis Slimane, Mohamed Ali, Ben Romdam et le légendaire Wahibi Kazri, le capitaine de cette équipe pour sa dernière sous le maillot tunisien, au deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection des Aigles de Carthage. Donc découvrons ensemble désormais la composition de nos petits bleus. Alors il y aura pas mal de rotations puisque c'est le troisième match, on est qualifié, presque sûr de finir premier. Donc on fait plaisir à tout le monde. En commençant avec une rotation dans les cages, Mandanda dans les buts du coup. La charnière centrale, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Varane récupère par ce fait le brassard de capitaine en l'absence du Goluris. Les deux latéraux, Axel Dizazi et à gauche Eduardo Camavinga, une première à ce poste-là, en tout cas en équipe de France. Au milieu de terrain, Chouameni, Verretou, Fofana. Et puis l'attaque Coman, Colomoni et Gendouzi, sachant qu'on aurait dû voir un Marcus Thuram titulaire, seulement il a chopé un petit virus, donc il sera que remplaçant. Donc les amis, faisons un petit bilan des confrontations. Oui, il sera tout petit, puisqu'il n'y a eu aucune confrontation en match officiel entre ces deux équipes, entre nos Bleus et les Tunisiens. Il y avait eu quelques matchs amicaux, 3 pour être précis avant cette rencontre-là. La France n'avait jamais perdu. Il y avait eu 2 fois un but partout, l'un en octobre 2010, l'autre en août 2002, et puis une victoire de l'équipe de France en 2008, en octobre 2008. Voilà pour ce petit point historique. Donc les amis, découvrons notre traditionnelle analyse par ordre chronologique. Ça fait office de résumé. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va essayer de contextualiser cette rencontre. C'est la troisième journée de phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022. Donc il y a plusieurs enjeux. La France, elle, n'a presque pas d'enjeu dans cette rencontre puisqu'elle est qualifiée pour les huitièmes de finale avec une avance assez confortable au goal à virage. Donc elle est presque sûre de finir premier. La Tunisie, elle, se doit de l'emporter face aux Bleus, une première historique du coup, et elle dépend aussi du résultat de Danemark-Australie qui se joue dans le même temps pour espérer se qualifier. Euh, pour l'équipe de France, du coup, il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Didier Deschamps se permet, comme à son habitude lorsqu'il est déjà qualifié, de faire tourner. Ça s'est vu avec, par exemple, la titularisation de Stem Mandanda dans les buts. Mais aussi, il faut une stat, c'est la troisième charnière centrale différente depuis le début de la Coupe du Monde que Didier Deschamps va installer. Euh, voilà. Donc, il y a une petite stat qui est à noter pour les Bleus sous l'ère Didier Deschamps, c'est que pour une compétition internationale, donc l'Euro ou la Coupe du Monde, il n'a jamais gagné son troisième match. Certes, le plus souvent, il était déjà qualifié, donc ça ne servait pas à grand-chose, pas d'enjeu, il a fait tourner. Donc regardons le tableau récapitulatif de ses échecs lors de la troisième journée sous l'ère Deschamps. Donc ça commence en 2014 avec un match nul 0-0
face à l'Équateur au Brésil en Coupe du Monde. Ça s'est vu aussi à l'Euro 2016 en France avec un 0-0 face à la Suisse. À chaque fois, la France était qualifiée pour ces deux matchs-là. Ça s'est vu aussi à la Coupe du Monde 2018 face aux Danois, un match nul 0-0 où on s'était endormi. La France, là aussi, qualifiée. Et puis, ça s'est vu à l'Euro 2020 en 2021 avec un match nul, 2 buts partout face au Portugal. Cependant, la France n'était pas encore officiellement qualifiée ou en tout cas sûre de finir premier à cette dernière journée à l'Euro 2020. Et ça s'est vu encore une fois avec le fameux Tunisie-France du jour. Rentrons dans le vif du sujet, en tous les cas sur ce match-là, un peu plus en précision. Donc, la France va jouer en 4-3-3. Sur le papier, c'était marqué comme ça. On avait tendance à se poser des questions avec Matteo Guendouzi, que ça allait pas être plus un 4-4-2 en losange, disons. Non, on va voir bien Guendouzi qui va se mettre sur son côté euh, gauche, un peu à la Blaise Matuidi en Coupe du Monde 2018. C'est aussi peut-être pour éviter de prendre des contres et essayer de bloquer ce côté, sachant qu'on joue avec un latéral gauche qui n'est pas de métier, Eduardo Camavinga, qui va d'ailleurs être perdu dans ce match sur son côté. Il n'aura pas beaucoup de repères. Et donc voilà, bon, ça ne sera pas un ailier véritable qui va prendre la profondeur, qui va faire des différences techniques avec une qualité de percussion, mais plus un ailier qui va rentrer dans le cœur du jeu. Côté tunisien, on va mettre une énorme pression sur le camp bleu, c'est normal, on veut gagner ce match, on est obligé de gagner ce match pour espérer une potentielle qualification. Ça va dépendre aussi d'un résultat positif en faveur des Tunisiens dans la rencontre qui se joue en même temps, le Danemark-Australie. Donc on se projette énormément. D'ailleurs, il y a deux milieux de terrain côté tunisien, un double pivot, Essa Ledouni et Elias Skiri. Seul Skiri va rester un peu plus en couverture et on va avoir Essa Ledouni qui va se projeter vraiment à l'avant dans la surface, etc. pour mettre du surnombre. Il faut absolument marquer. On va insister, on l'a bien compris, côté gauche, côté de la défense gauche française avec sur Eduardo Camavinga, puisqu'il n'est pas de métier, surtout qu'on le voit énormément perdu dans ce match-là. Voilà. On va avoir une première alerte, un premier avertissement pour les Bleus à la 8e minute. Heureusement, le but est refusé pour hors-jeu aux Tunisiens. Sur cette première période, elle est vraiment, en tous les cas, le début de match en faveur des Tunisiens. Première fois que les Bleus rentrent dans le camp tunisien, c'est au quart d'heure de jeu. Euh, mais ils vont rentrer pour pas longtemps, puisque les Tunisiens vont reprendre le contrôle du jeu. Ça sera vraiment qu'à la 35e minute qu'on verra les Bleus s'installer un peu pendant une dizaine de minutes juste avant la pause côté tunisien. On a fait peut-être beaucoup d'efforts aussi, on est peut-être fatigué côté tunisien, donc on baisse aussi de régime, ce qui peut jouer sur cette reprise du ballon côté bleu. Première période terminée, il y aura quelques faits de jeu, on reviendra dessus après puisqu'on va pas à l'arbitrage. Il y aura deux faits de jeu, donc le fait de jeu de la fin du match et puis un fait de jeu en première période. Je mettrai tout ça à la fin. Passons à la seconde période. Sur la deuxième période, on repart sur les mêmes bases des Tunisiens dans notre camp avec un énorme pressing qui vont, comme en première période, nous obliger à jouer long. Mais long, ils sont tout de suite sur le porteur du ballon, donc on n'arrive pas à ressortir. Donc on est vraiment embêté, surtout qu'au milieu de terrain, on est vraiment perdu. À l'image de Youssouf Fofana qui va coûter un but, on ne le reconnaît pas, le talentueux crack de notre Ligue 1. Malheureusement, il a coûté un but, il a coûté cher sur ce match-là. Enfin cher, on n'est pas éliminé, on est qualifié, on est premier. Mais certes, il nous a coûté une défaite, la première historique face à la Tunisie. À l'heure de jeu, les Tunisiens vont donc logiquement ouvrir le score à la 58e minute par Wahibi Kazri pour un dernier moment de joie sous le maillot tunisien. Il va avoir le droit à la standing ovation puisqu'il y a beaucoup de Tunisiens au Qatar. Il va sortir. Mais après ce but-là, la Tunisie va baisser de régime, c'est normal, il faut protéger le score. Mais aussi Didier Deschamps euh, effectue de nombreux changements en faisant rentrer son armada. Tout d'abord Mbappé, Rabiot, Saliba 63e, puis Griezmann 73e et Ousmane Dembélé 78e. Donc
les Bleus vont vraiment mettre sous pression les Tunisiens avec les rentrées des titulaires. D'ailleurs, les Tunisiens vont reculer de plus en plus. On se dit, c'est obligé, ça peut craquer, surtout quand ça va craquer, surtout quand on voit le nombre de temps d'arrêt de jeu qui aura 8 minutes de temps additionnel. Donc on se dit ça craquera. Ça va finalement craquer 98e minute. Griezmann qui va égaliser et c'est le moment de transiter avec l'effet de jeu qu'il y a eu dans ce match avec ce but notamment refusé. Bon bref, on commence avec Wahbi Khazri à la 13e minute dans la surface de réparation française. Qui va être au duel avec les défenseurs français. On regarde l'image et je vous explique mon avis sur cette image. Donc certains vont pouvoir dire que penalty se siffle là-dessus, on joue la 13e minute, Wahbi Khazri est dans la surface, il est pris un peu en sandwich et encore on voit bien derrière Kamavinga lever les bras. Et puis on a notre défenseur français Ibrahima Konaté qui va revenir au duel. Pour moi c'est pour le contrer. Il prend l'avantage au duel physique, il n'y a pas de pénalty. Certains vont pouvoir peut-être gueuler et crier, excusez-moi du mot, au scandale, surtout côté tunisien. Pour moi non, pas du tout. Comme a dit Bichente Lizarazu, c'est dans l'esprit du jeu. Donc le plus gros fait de jeu de cette partie, c'est ce but à la 98e minute, au moment où on se dit que la Tunisie va finir par craquer. Le but de Griezmann va être tout d'abord accordé par monsieur l'arbitre. L'engagement va être donné. Il va même siffler la fin du match puisque ce but intervient à la dernière seconde. Mais va aller vérifier après avoir sifflé la fin du match avec tout le monde rentre au vestiaire la vidéo et refuser le but. Scandaleux. Il faut dire le règlement. L'arbitre au moment du coup, quand l'engagement a été fait, il ne peut plus revenir sur la décision et encore pire, quand il a sifflé les 3 coups de sifflet de la fin du match. C'est incompréhensible. Pour ce qui est de cette position de hors-jeu, y a-t-il hors-jeu ou pas? On regarde les images et je vous dis ce que j'en pense. Donc, ce but à la 98e minute, pour un but partout et éviter une défaite historique, a été refusé par hors-jeu. Donc, certes, on voit Griezmann en position de hors-jeu à ce moment-là, et il n'y a pas de doute là-dessus sur cette image arrêtée. Si Griezmann est bel et bien en position de hors-jeu au départ de la caution et que cette position illicite est incontestable, il faut bien avouer que c'est Montassar Talbi, le défenseur tunisien, qui va transmettre le ballon à Antoine Griezmann et donc qui va le remettre en jeu. Certains vont dire qu'il va faire un peu action de jeu dans la position où il est et qu'il va vraiment perturber la défense et le gardien. En aucun cas pour moi, quand on regarde l'action, il va faire réellement action de jeu. Même si des fois, sur certaines situations, ça peut et j'ai pas à critiquer. Là, pour moi, il n'est pas en jeu du tout. Donc, il a été remis en jeu et le but aurait dû être validé. Les amis, regardons quelques petits graphiques pour pouvoir prouver, justifier ce que je vous ai dit. C'est parti. Donc sur ce graphique, on va voir nettement la domination tunisienne sur ce match et donc nettement voir que la Tunisie mérite sa victoire et ses 3 points malgré nous, malgré notre tristesse. Il faut l'avouer, il faut être vraiment impartial et dire que la Tunisie mérite cette victoire. Donc on voit qu'ils ont tiré 32 fois la cage, 2,5 expected goals pour seulement un but. L'addition a pu être plus chère côté français, surtout qu'ils ont tiré plusieurs fois dans la surface de réparation, un peu aux abords, mais surtout dans la surface et donc ont été très très dangereux et ont vraiment mis les Français, nos petits bleus, sous pression. Stacked expected goal, donc la France est à 0,74 sur l'ensemble du match, mais a vraiment eu plus d'expected goal en seconde période parce qu'en première mi-temps elle était vraiment absent et surtout après le but de Wahbi Khazri. La Tunisie est à 0,6 expected goal. Cette stat-là nous fait peut-être un peu mentir en disant que la Tunisie mérite sa victoire. Mais pour moi, en tous les cas, elle est méritée. Au vu aussi de la prestation de nos Bleus qu'on s'est fait chier, il faut le dire clairement. Donc les temps forts de la rencontre, une première période à domination tunisienne, même s'il y a eu un tout petit temps fort après la 20e minute pour les Bleus. La seconde période, un peu moins d'intensité, même si le premier quart d'heure va être tunisien avant avant que le match parte côté bleu dans le dernier quart d'heure avec un énorme temps fort.
Les amis, découvrons le tableau de bord tout de suite. Donc le tableau de bord sur cette première partie, donc 30% de possession de balle côté tunisien, 56 côté bleu. On a ces 14% de situation de match, de temps perdu dans ce match. On était plus à 8-9 en début de Coupe du Monde. On a tendance à monter depuis 2-3 matchs maintenant. Pour le reste, je vous laisse mettre pause. On passe à la suite du tableau de bord. 5 tirs côté tunisien, 9 côté bleu, 3 tirs cadrés de chaque côté. 5 tirs hors de la surface côté bleu, 3 côté tunisien. Je parle surtout des hors de la surface parce que des fois, quand on a affaire à des blocs assez regroupés, il faut prendre la chance de loin pour pouvoir faire sortir la défense. Même si ça passe 50 mètres au-dessus ou à côté, il suffit d'une fois pour que ça fasse mouche. Pour la discipline, un jaune dans ce match seulement, il est pour les Tunisiens. 14 fautes concédées côté tunisien, 6 côté bleu. 3 hors-jeu côté tunisien, 2 côté bleu. C'est normal quand on veut faire du jeu côté tunisien. La distribution, 328 passes tunisiennes, 636 côté bleu. Réussi côté tunisienne, 266, 566 côté bleu. Côté tunisien, on est à 87-88% de passes réussites. 88-89 côté bleu, je dirais. On sait pour gagner, ou en tout cas espérer gagner un match, et minimum 90. On a un peu en dessous. C'est aussi pour ça qu'on s'est un peu embêté et qu'il n'y a pas eu un beau match avec beaucoup d'occasions. 27 centres côté tunisien, 20 côté bleu, seulement 4 de réussis, donc côté tunisien, donc 23 qui ont été ratés, 5 seulement côté bleu, donc 15 centres ratés, et renversement de jeu réussi, 4 côté tunisien, 3 côté français. Donc on voit bien qu'on veut essayer d'embêter les Français sur les côtés avec des latéraux qui ne sont pas réellement des latéraux de métier. Coup de pied arrêté, 7 coups de pied arrêtés côté tunisien, 8 côté bleu. On aura le droit à 17 coups francs d'un côté bleu, 8 côté tunisien. Voilà. L'homme du match s'appelle Monsieur Wahibi Kazri qui fêtait sa dernière avec la Tunisie, qui s'est offert un but et une victoire de prestige avec une première victoire pour la Tunisie dans son histoire face aux Bleus. Le classement du groupe, donc la France est qualifiée avec 6 points en 3 matchs. L'Australie 6 points qualifiés, la Tunisie qui échoue à la 3e place avec 4 points. Et le Danemark, première sensation, une des premières en tous les cas, éliminée dès la phase de groupe avec seulement 1 point. Les amis, les tops et les flops, c'est tout de suite. Le premier top, c'est bien évidemment Wahibi Kazri, l'attaquant de Montpellier, disputait son tout dernier match avec la sélection tunisienne. Il voulait donc terminer son aventure internationale de la plus belle des manières. Si la tâche n'était pas facile sur le papier, elle fut plus réalisable dans les faits, et ce grâce à un gant, Wahibi Kazri, qui a porté sa sélection et qui s'est offert un tout dernier moment de joie sous le maillot tunisien en inscrivant le but victorieux. Le deuxième top, Issa Ledouni, le milieu de Ferencvaros, a eu beaucoup d'influence sur la prestation de son équipe. En effet, il a été un véritable poumon en se projetant énormément vers l'avant et en faisant les efforts défensifs. Il a mis beaucoup d'agressivité dans les duels, il a donc été logiquement récompensé en réalisant la passe décisive sur le tout dernier but du légendaire Wahibi Kazri. Donc le premier flop, on va pas perdre de temps, on va le découvrir tout de suite, il n'y a pas de surprise, vous savez comment je suis, ô combien intransigeant je suis avec les arbitres, et donc c'est Mathieu Conger. L'arbitre international néo-zélandais était au centre d'une énorme polémique impactant le résultat de ce match. Si Antoine Griezmann pensait avoir égalisé à la 98e minute, son but a été illogiquement refusé pour hors-jeu, car c'est Motassar Talbi qui a remis le ballon à l'attaquant des Bleus. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il avait validé le but, puis donné le coup de sifflet final, il est revenu sur sa décision et a refusé le but. Un dernier flop pour la route, le milieu français Youssouf Fofana. Donc le milieu de terrain de l'AS Monaco a honoré sa première titularisation en Coupe du Monde. Malheureusement, cette première en Coupe du Monde, je précise, pour pas qu'il y ait de débat là-dessus, est devenu un véritable cauchemar pour cet espoir de notre Ligue 1. En effet, il semblait perdu pendant les 90 minutes et a offert le but de la victoire aux Tunisiens. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré cette défaite historique pour l'équipe de France face à la Tunisie. Oui, c'est vrai, c'est historique, mais on est au moins nous en 8e, pas comme la Tunisie. Donc ce n'est pas grave. Allez, je vais me coucher sur ce. Voilà, donc petit message du Cocorico. Donc mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. On se retrouve pour France-Pologne, Olivier Giroud contre Robert Lewandowski. Allez, Kichel Pali, à la prochaine, salut!